bonsoir à tout le monde et bienvenue, n'est-ce pas, à cette rencontre aujourd'hui. Nous allons parler aujourd'hui des intellectuels du système et des intellectuels du public face à l'impasse politique au Cameroun. Donc, je veux vraiment essayer d'expliquer un certain nombre de comportements au Cameroun dans le cadre, n'est-ce pas, de certaines situations politiques qui interpellent l'opinion de l'intelligentsia camerounaise par rapport à tout ce que les gens traversent, pour donner mon avis sur ce que je considère être parfois des positions qui ne sont pas assumées, parce que le rôle de l'intellectuel dans une société, c'est de pouvoir analyser des faits objectivement afin d'orienter la société. Donc quand il y a une situation, peu importe laquelle, les intellectuels sont supposés, n'est-ce pas, donner leur avis. Je dis bien leur avis. Ils ne sont pas obligés de dire la vérité, mais ils doivent donner. Là, je voulais me rassurer que nous sommes ensemble sur la même plateforme, parce que la dernière fois, j'ai fait presque 40 minutes sur une autre plateforme dont les gens ne me voyaient pas. Bon, aujourd'hui, je suis rassuré que nous sommes sur la bonne plateforme. Donc, le thème d'aujourd'hui, je vais me reprendre. Je reprends ce que nous avons commencé là. C'est-à-dire, nous allons parler des intellectuels du système, des intellectuels du public par rapport à l'impasse politique que nous vivons au Cameroun. C'est-à-dire que vous avez plusieurs types d'opinions, n'est-ce pas, sur la place publique au Cameroun lorsqu'il s'agit, n'est-ce pas, des problèmes qui menacent la stabilité même du Cameroun. Que ce soit la crise dans le nord-ouest, que ce soit la crise face à Boko Haram, que ce soit la crise post-électorale, que ce soit la position des leaders politiques par rapport au code électoral, que ce soit la situation au sein du SDF. Il y a beaucoup de situations, ou bien le problème que M. Messanga Nyamding vient d'avoir. Donc c'est autant de trucs, n'est-ce pas, qui vous donnent une espèce de configuration administrative au Cameroun. C'est-à-dire que aujourd'hui au Cameroun, on ne sait pas qui est qui fait quoi, dans quelles circonstances et qui dit quoi. Donc, c'est-à-dire, chaque dimanche, vous allez avoir les débats à la télévision. Il y a des acteurs qu'on va inviter et ils vont donner, n'est-ce pas, des opinions sur beaucoup de choses qui se passent dans notre pays. C'est déjà bien d'organiser les débats, mais ce que je veux essayer de démontrer aujourd'hui, c'est qu'il faut distinguer déjà sur la place publique plusieurs types d'intervenants, surtout quand il s'agit des intellectuels. Parce que bon, dans chaque pays, même ici aux États-Unis, il y a les intellectuels du système et les intellectuels du public. Les intellectuels du système, c'est les intellectuels qui sont tenus par les coopérations, c'est-à-dire qui sont tenus par les grandes firmes, l'administration ou bien les groupes d'influence. Et ils ont une ligne éditoriale qu'ils ne peuvent pas changer radicalement. C'est-à-dire que s'ils sont supposés être là pour protéger un système, c'est très difficile pour eux, n'est-ce pas, de parler contre le système. Donc, dans les régimes difficiles, les régimes que nous appelons vulgairement les régimes dictatoriaux en Afrique, il y a donc cette tentative, n'est-ce pas, de caporalisation de l'université. Donc, au Cameroun, pour une opinion, on peut vous chasser de l'université. Vous l'avez vécu avec le professeur Messanga Nyamding. C'est-à-dire que si vous dites des choses qui ne plaisent pas au gouvernement, ils peuvent mettre tout un dispositif pour vous exclure de l'université ou bien vous démettre de votre fonction, comme ça, pour vous ébranler. Ça peut arriver à tout le monde, que vous soyez dans l'opposition ou bien dans le gouvernement. Donc, c'est ce qu'on appelle dans les intellectuels du système. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont allés à l'école, qui ont des diplômes universitaires,
qui sont peut-être même des enseignants d'université, qui sont pertinents, n'est-ce pas, lorsqu'ils ne sont pas sur la place publique, quand ils parlent en privé avec leurs étudiants et autres là, ils disent des choses sincères, n'est-ce pas, par rapport à ce qu'ils pensent, parce que nous sommes les humains. Mais une fois à la télévision, ils changent. Et vous n'allez pas reconnaître la même personne qui vous parlait hier en aparté avec la même personne qui vous parle aujourd'hui à la télévision. Donc, je veux là simplement vous rappeler que ce n'est pas parce que quelqu'un vous dit qu'il est professeur agrégé que tout ce qu'il va vous dire automatiquement est juste ou vrai. Il y a des gens qui sont forcés de mentir à la télévision au compte du gouvernement pour protéger le système. Donc, beaucoup d'intellectuels au Cameroun, malheureusement, tombent, n'est-ce pas, dans cette catégorie, c'est-à-dire les intellectuels du système. Donc, le système au Cameroun, c'est quoi? Il y a un régime RDPC au pouvoir. C'est le même régime qui nomme les professeurs dans les départements, les décanats, les universités, c'est-à-dire les recteurs dans les ministères et autres. Donc, c'est le seul gros employeur dans le domaine de la recherche scientifique. Ça veut dire que si vous voulez une quelconque reconnaissance dans ce milieu-là, il ne faut jamais vous hasarder de dire des choses qui ne vont pas plaire au gouvernement. C'est-à-dire que ce soit les hauts responsables du gouvernement, que ce soit les ministres ou bien les doyens, les chefs de département et les recteurs. Donc vous êtes donc tenus, n'est-ce pas, de vous méfier de ce que vous dites, que ce soit en public ou bien à la télévision. Parce qu'il y a des risques de représailles, ce qu'ils appellent vulgairement le rouleau compresseur. Donc, ce qui naturellement limite votre champ de pensée, n'est-ce pas? Ce qui vous tient, n'est-ce pas, par rapport à votre liberté dans l'analyse. C'est-à-dire, un intellectuel du système ne peut pas réfléchir librement parce qu'il est tenu par le système. Vous comprenez? Vous avez besoin de changer de grade. Si vous êtes chargé de cours aujourd'hui, demain, il faudra que vous soyez maître de conférence, ensuite professeur agrégé, ainsi de suite. Donc, vous avez donc cette psychose que si jamais vous dites des choses qui ne vont pas plaire à votre chef de département, des choses qui ne vont pas plaire à votre doyen, votre dossier de changement de grade risque d'être bloqué quelque part. Donc, on risque de vous tenir rigueur par rapport à ces arguments-là et on peut même vous renvoyer de l'université. Ça, ce sont des raisons qui font en sorte que beaucoup parmi nos collègues à l'université ont du mal à s'exprimer et de s'assumer par rapport à certaines situations dans notre pays où on est invité à dire la vérité en toute sincérité, n'est-ce pas, en essayant de se départir de ses intérêts égoïstes, de ses intérêts personnels, tout simplement pour donner la possibilité aux Camerounais de mieux juger de la pertinence des arguments qu'on avance pour essayer de sortir le Cameroun dans le bourbier où nous nous trouvons. Donc c'est ça la réalité. Maintenant, il y a les intellectuels du public. Là encore, il y a un autre danger. Les intellectuels du public ne sont pas nécessairement des intellectuels qui disent la vérité. Ce n'est pas tout le monde qui passe à la télévision, qui s'exprime aussi librement, qui attaque même le gouvernement, qui est naturellement honnête. Parce qu'il y a aussi les intellectuels du public qui mentent. C'est-à-dire qu'ils s'affichent comme étant contre le gouvernement. Ils disent des choses qui sont raisonnables, mais dans le fond, si vous scrutez attentivement ce qu'ils disent, il y a aussi du mensonge, soit pour diaboliser le gouvernement, soit pour régler les comptes, soit pour faire une quelconque revanche contre leurs collègues qui sont au gouvernement, ou bien par jalousie. Ça peut aussi arriver. C'est-à-dire que quelqu'un qui est dans les greules, qui se dit marginalisé, aura automatiquement une opinion défavorable contre le gouvernement, quel que soit ce que le gouvernement fait de positif. Il viendra à la télévision pour dire des choses qui ne sont pas convenables, qui dit des choses qui ne sont pas justes, pour simplement cibler le gouvernement dans son action, l'attaquer dans tout ce que le gouvernement fait. Ça, ce sont les opinions, n'est-ce pas, qui sont développées au sein des intellectuels que nous catégorisons d'intellectuels du public. Donc, ils sont naturellement parfois populistes, c'est-à-dire ils disent des choses sans fondement, sous forme de propagande. Et là, ils sont à la quête du sensationnel pour être populaires, pour démontrer qu'ils sont aimés par le bas peuple, parce qu'ils veulent constituer l'armada, n'est-ce pas, qu'ils peuvent utiliser contre le gouvernement. Donc, ce sont donc des intellectuels très populistes
qui utilisent la sensation, la sensibilité du peuple, les faiblesses du gouvernement pour manipuler la conscience, n'est-ce pas, publique. Donc, je vous ai donné là 2 catégories d'intellectuels. Les intellectuels qui travaillent avec le gouvernement, qui se battent pour laver l'image du gouvernement, qui peuvent mentir pour le compte du gouvernement lorsque nous avons une situation où il faut simplement dire la vérité. De l'autre côté, vous avez les intellectuels du public, c'est-à-dire des intellectuels engagés qui, n'est-ce pas, peuvent se prononcer sur des questions de société dans un pays, mais pas nécessairement parce qu'ils veulent dire la vérité, mais parce qu'ils sont à la quête du sensationnel pour impressionner le public. Et là, il y a le risque qu'ils manipulent le public qui ne maîtrise pas un certain nombre de concepts. Et là, ils ont un discours engagé, un discours militant contre le gouvernement pour s'attaquer aux intérêts du gouvernement. Et pour cela, ils ont besoin de mobiliser le peuple pour être leur auditoire. Donc voilà les 2 catégories que nous avons au Cameroun aujourd'hui. Bon, maintenant, si on veut être sérieux en tant que Camerounais, quand on est intellectuel, c'est-à-dire quand on a un peu de jugeote et qu'on peut se reculer par rapport à tous ces gros intérêts-là, comment est-ce qu'on se comporte comme un intellectuel honnête? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Et ils sont devenus très rares dans notre pays. C'est difficile de trouver des gens qui développent des arguments qui ne sont pas biaisés, soit contre le gouvernement, soit en faveur du gouvernement. Le contexte est tellement polarisé qu'il devient parfois impossible d'avoir des échanges. Quand vous allez à la télévision, si vous observez les gens, ils ont leur ligne éditoriale. C'est-à-dire, vous pouvez, n'est-ce pas, faire des prédictions que tel, quand il va commencer à parler, ne va pas faire 5 minutes sans attaquer le gouvernement. De la même façon, vous observez de l'autre côté, dans le couloir, n'est-ce pas, des intellectuels du système, vous pouvez, n'est-ce pas, prédire que celui-ci, il ne va pas faire 10 minutes sans remercier le président de la République ou bien le ministre, ou bien sans parler de comment il adore son pays, il aime le Cameroun, sans attaquer les gens de la diaspora qui sont là pour diaboliser le pays, en invitant tous ceux-là de revenir travailler au pays. Donc, je veux donc éviter ces 2 couloirs. Je vous fais ces précisions-là pour qu'on évite de se retrouver dans ces 2 couloirs. Moi, je suis dans la catégorie de ceux-là qui sont pragmatiques, c'est-à-dire au centre. Si le gouvernement actuel fait un truc bien, je vais dire qu'ils ont fait quelque chose de bien. Mais quand ils font ce qui n'est pas bien, je veux aussi avoir le courage de dire frontalement que ça n'a pas été bien et je ne suis pas d'accord avec tel aspect et tel aspect. Parce que je veux afficher une certaine indépendance par rapport à ce qui se passe dans notre pays. Alors, quelle est donc la configuration, n'est-ce pas, sociopolitique du Cameroun actuellement? Actuellement, nous avons un gouvernement qui a délibérément accepté d'imposer au sommet de l'État ce que nous appelons les aïeux. C'est-à-dire que le président de la République, il a 88 ans, le président du Sénat, il a 81 ans, et le président, 87 ans, pardon, et le président de l'Assemblée nationale a 81 ans. C'est-à-dire que si vous faites la moyenne d'âge, parmi les 3 là, ils sont autour de 84 ans. Mais quand vous regardez les jeunes qui constituent toute la population de notre pays, ils représentent au moins 75% de notre pays. Donc, c'est quand même donc un décalage entre les gouvernants, c'est-à-dire les dirigeants, et ceux qui sont dirigés, c'est-à-dire le bas peuple. Comment est-ce que vous pouvez garer des vieux qui sont supposés être à la retraite au sommet de l'État depuis beaucoup d'années, mais à chaque fois que vous venez en public, vous dites que vous vous battez pour donner l'emploi aux jeunes, pour faire ceci, cela. Or, dans la réalité, les emplois qu'on donne aux jeunes, là, c'est quoi? C'est généralement dans l'armée, hein? C'est-à-dire le BI qui recrute chaque année, la police qui recrute chaque année, la gendarmerie qui recrute chaque année, les militaires qu'on recrute chaque année. Ce sont les jeunes. Hein? C'est-à-dire que voilà un pays paradoxalement où les vieux se sont accaparés de tous les pouvoirs stratégiques. La seule fois où ils doivent, n'est-ce pas, vous recruter, c'est dans l'armée. L'armée est le seul plus gros employeur aujourd'hui en 2021 au Cameroun, contrairement à d'autres secteurs. C'est-à-dire quoi?
Nous sommes frustrés du fait que nous sommes gouvernés par des vieux qui ont confisqué le pouvoir au sommet. Les ministres sont des vieux. Le président est vieux. Le président du Sénat est vieux. Le président de l'Assemblée nationale est vieux. C'est-à-dire que ceux qui sont supposés lire des rapports par rapport à la gestion du Cameroun ne peuvent plus lire. À 80 ans, je ne connais pas un humain qui va lire des rapports pendant 3 heures à 80 ans, avec les courbatures, les rhumatismes, les yeux qui coulent, tout ça là. Je ne connais pas un vieux qui peut être capable de faire cela, même chez les Blancs. Ça, c'est la nature, hein. C'est la loi de la nature. Plus vous êtes âgé, moins vous êtes efficace parce que vous avez des problèmes de santé. Quel que soit l'entretien que vous avez par rapport à votre corps. Il y a des moments où vous aurez seulement envie de dormir à cet âge-là. Donc, le Cameroun a cumulé pendant 40 ans au moins 4 générations de frustration qu'il faut résoudre en urgence. Hein? En urgence. Mais on a des vieux qui doivent lire des rapports pour trouver des solutions aux problèmes de 75% des jeunes. Mais leur solution, leur raccourci, c'est de recruter les mêmes jeunes-là dans l'armée. C'est pourquoi? C'est pour mater les autres jeunes. Regardez la violence avec laquelle le BIM, par exemple, quand ils sont envoyés au sein de la population pour régler une situation. Ça peut être une manifestation pacifique, ça peut être une grève. Peu importe ce que les jeunes organisent comme dénonciation, ils sont matés par les jeunes. C'est les jeunes comme eux. Parce que les vieux ne peuvent pas tenir dans l'armée. C'est toujours les jeunes comme vous qu'on recrute et qu'on envoie vous battre dans la rue. Je veux lever cet équivoque-là pour vous dire quoi? Pour vous dire que dans un pays sérieux, je serais plus mal à l'aise de me retrouver devant un policier de 22 ans ou bien de 24 ans, zélé, qui va prendre la matraque pour me percer la tête, tout simplement parce qu'il défend son poste de policier. Pendant que je suis en train de me battre pour l'amélioration, par exemple, des conditions de vie des enseignants dans mon secteur. C'est-à-dire que j'organise une manifestation pacifique parce que je ne suis pas à l'aise en tant qu'enseignant pour que le gouvernement améliore les conditions de travail dans le secteur éducatif. Le gouvernement appelle la garde présidentielle, le BI, la gendarmerie et les militaires qu'on envoie dans le campus pour me battre. Moi qui suis enseignant, c'est-à-dire après avoir passé 30 ans à l'école, le jour que je décide que les conditions d'enseignement ne sont pas bien, il faut que le gouvernement fasse quelque chose pour améliorer cela. On m'envoie mon étudiant, peut-être, hein, parce que parfois ce sont mes étudiants qui n'ont pas pu avoir la licence et ils ont trouvé qu'ils peuvent faire le concours à la police avec le CEPE. C'est après avoir eu deuxième année à l'université ou troisième, même parfois avec la licence, le gars rentre faire le concours des inspecteurs de police ou bien le concours de l'EMIA, ainsi de suite, et se retrouve avec la tenue. N'est-ce pas? Quand je suis mécontent par rapport aux mauvaises conditions de travail, c'est lui qu'on va m'envoyer pour me battre. Et quand il va me battre, il sera content. Et quand il va me battre, les Camerounais qui souffrent la condition que je dénonce, ils vont sortir applaudir pour dire que l'Asie Charela, il va lire l'heure. Il aime trop bavarder. C'est bien fait pour lui. C'est-à-dire que lorsque vous vous engagez comme un activiste pour défendre ce qui est juste au Cameroun, les gens sont contents qu'on vous batte. Alors qu'on ne vous paye pas. Tout ce que je fais là, par exemple, ce n'est pas parce que j'attends de quelqu'un qui m'envoie de l'argent au Cameroun. Donc, si j'arrive à l'aéroport de Douala ou bien à Simalin et qu'un policier de 17 ans, 18, 20 ans m'arrête là, les Camerounais pour qui je me bats chaque jour pour qu'on comprenne leur situation, parce que peut-être je suis à l'abri de cette violence-là, ils seront les premiers à applaudir le gouvernement de me violenter parce que je dois lire l'heure. J'aime montrer que je connais, j'aime montrer que c'est nous qui parlons fort. Vous comprenez? Voilà à peu près la situation dans laquelle les mouvements politiques au Cameroun se retrouvent. Je veux vous faire un flashback, juste pour vous dire que c'est terriblement choquant de voir ce qui se passe dans notre pays et de garder le silence par rapport à cela. Quand on a du respect pour les efforts que consentent les gars pour apporter le changement au Cameroun, la dernière des choses que nous pouvons faire,
c'est de nous moquer de leurs conditions quand ils sont en difficulté. Voilà pourquoi je vais continuer de manière constante à m'abstenir de me réjouir de chaque difficulté que rencontre un opposant au Cameroun. Qu'il soit même allié du gouvernement. Tant que vous vous prononcez et vous dites que vous êtes un opposant au Cameroun, ça veut dire que vous avez beaucoup de courage. Si on vous arrête, je vais tout faire pour dénoncer le fait que vous soyez arrêté. Ce n'est pas ce que je constate chez nos compatriotes au Cameroun. Regardez la vague, n'est-ce pas, de nos compatriotes au MRC qu'on a arrêté durant les dernières années après les élections. Il y a eu plus de 1000 militants du MRC qui ont été arrêtés de manière injuste, qu'on a brutalisé dans les prisons, qu'on a brutalisé dans les cellules, qu'on a martyrisé, on a brisé les côtes à ces compatriotes-là. On a cassé soit les membres, les bras et tout, juste pour montrer la brutalité policière de notre pays, pour montrer que oui, c'est eux qui sont au pouvoir, vous n'allez jamais prendre le pouvoir, vous pensez que vous allez nous faire quoi? Regardez-moi ceci, regardez-moi cela. Ce n'est pas juste. Il faut pouvoir dénoncer l'injustice. Moi, je suis un activiste en faveur de la justice sociale. Je ne suis pas un militant du MRC. Mais j'ai du respect pour l'effort que font les militants du MRC dans le cadre du changement au Cameroun. Je ne suis pas un militant du MRC. Parce que j'ai des convictions, mais quand j'observe la violence sur le terrain politique au Cameroun, ça me révolte beaucoup. Le professeur Kamto a fait plus de 9 mois en prison. 9 mois. Quand on regarde parmi les avocats au Cameroun, c'est l'un des meilleurs. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui maîtrise le droit au Cameroun. Juste par rapport à un simple prétexte de manifestation pacifique. Parce qu'il proteste les résultats d'une élection, il a passé plus de 9 mois en prison. Dans notre pays, je n'ai pas vu des Camerounais protester bruyamment contre cette situation-là. Ce n'est pas juste. Si vous estimez que c'est parce que c'est le professeur Kamto aujourd'hui, demain, vous aurez une autre personne, peut-être quelqu'un que vous défendez. Est-ce que vous allez demander à ceux-là qui sont restés silencieux par rapport à la condition du professeur Kamto de venir dans la rue manifester pour qu'il soit libéré parce que c'est celui-là que vous défendez? Donc je pense que c'est injuste. L'indifférence que la population au Cameroun affiche vis-à-vis des responsables politiques est criminelle. Vous comprenez? On ne vous demande pas de descendre dans la rue pour brûler votre pays, non. Regardez ce qui s'est passé au Sénégal. Monsieur Sonko, il a été soupçonné. Je dis soupçonné, n'est-ce pas, d'avoir violé une femme. Il a été arrêté. Rien ne dit, même pas, qu'il n'a pas commis cet impair-là. Mais la population est sortie. Il a été libéré. Maintenant, il peut aller il peut aller en justice, n'est-ce pas, étant libre. Parce que c'est ça un État démocratique. Donc, dans un État démocratique, le peuple défend le principe républicain. Ce n'est pas le parti. C'est-à-dire que moi, quand on arrête un militant du MRC, je ne dénonce pas l'arrestation du militant MRC parce que je rêve rejoindre ce parti. C'est parce que je suis Camerounais, je suis un compatriote camerounais qui tient à la légalité, n'est-ce pas? Qui tient à la démocratie participative. Donc par principe, même étant dans mon parti, j'ai l'obligation de m'exprimer pour dénoncer les arrestations abusives, les abus de pouvoir, la justice télécommandée. Parce que le pouvoir judiciaire est indépendant. On ne peut pas avoir un pays où le pouvoir judiciaire est piloté à partir du secrétariat général à la présidence de la République. Donc c'est ça le problème. Là, il n'y a pas de justice lorsque les juges prennent les ordres de la présidence pour exécuter, n'est-ce pas, à la lettre, la volonté de celui qui tient les commandes, n'est-ce pas, du pouvoir exécutif. Ce n'est pas juste. Donc il faut pouvoir dénoncer cela. Maintenant, est-ce que ça veut dire que si vous êtes engagé sur le terrain politique, vous devez absolument avoir la parole biaisée, tout simplement parce que le leader qui est en train de s'exprimer n'est pas votre leader de votre formation politique. Là encore, c'est une injustice sur le terrain politique. Au Cameroun,
Nous devons apprendre à développer l'intégrité. Vous comprenez? Le professeur Kamto, il est le président du MRC. Il n'est pas mon président dans mon parti. Est-ce que cela doit m'empêcher de reconnaître ses valeurs intrinsèques en tant que Camerounais avant d'être président de parti? Non. Parce que sur le plan purement intellectuel, je dois afficher une certaine indépendance par rapport à l'appréciation de la personne. N'est-ce pas? Indépendamment de son affiliation politique, indépendamment de son ethnie. Vous comprenez? Je peux ne pas être d'accord avec le professeur Kamto sur son orientation politique, sur son idéologie politique. Mais je dois avoir la probité morale de reconnaître d'abord sa personne, c'est-à-dire sa pertinence sur le plan de sa projection politique, indépendamment de son affiliation politique. Cela donne la possibilité donc de s'asseoir et de juger de sa démarche, même étant dans une autre formation politique. Parce que là, vous parlez dans une position d'objectivité. Qu'est-ce qui coûte donc à un Camerounais, qu'il soit du SDF ou du RDPC, de dire que non, le professeur Kamto, il est pertinent. Il mérite, n'est-ce pas, d'être là où il est. Et qu'on doit respecter son avis par rapport à la gestion du Cameroun, parce qu'il a une certaine compétence qui peut profiter au Cameroun. Ça, c'est déjà cela. Rien que le fait de reconnaître cela donne la crédibilité par rapport à ce que vous faites. Vous n'avez pas besoin de venir sur la place publique, tirer aveuglement sur un monsieur, tout simplement parce qu'il n'est pas de la même formation politique que vous. Ce n'est pas logique. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas responsable. De la même façon, il y en a au gouvernement camerounais que vous voyez là. Des gens pertinents que nous pouvons respecter même s'ils sont du mauvais côté. Moi, je suis de l'opposition. Mais lorsque je dois analyser des faits, je travaille avec la vérité. Je travaille avec des statistiques. N'est-ce pas? J'évalue les gens sur la base purement de leurs compétences et leurs résultats. C'est aussi simple que ça. Ça veut dire que je peux tirer dans mon propre camp. Moi, je suis un militant de l'UDC, un militant très convaincu de l'UDC. Je ne suis pas prêt à quitter l'UDC. Mais de l'intérieur de l'UDC, je peux vous indiquer au Cameroun des compatriotes compétents qui sont dans le MRC, qui sont dans le SDF, qui sont dans le RDPC, qui sont dans l'UNDP. Vous comprenez? Parce que c'est ça l'éthique. L'éthique, c'est ça. C'est-à-dire quelqu'un qui est animé par le sentiment d'être juste, ne vous évalue pas sur la base de votre formation politique, sur la base de votre ethnie, sur la base de votre orientation sexuelle, sur la base de votre genre, que vous soyez homme ou femme. Il vous évalue simplement sur la base de votre compétence. C'est aussi simple que ça. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce qui coûte donc au Cameroun d'avoir cet état d'esprit, d'apprendre à évaluer les gens objectivement, peu importe les considérations politiques. Vous comprenez? Donc, si nous ne prenons pas cette habitude d'être honnête, parce qu'il y a la malhonnêteté intellectuelle au Cameroun qui révolte beaucoup. Vous comprenez? Le professeur Messanga Nyamdine, par exemple, je vous prends un exemple banal. Hier, parce qu'il était dans le RDPC, aujourd'hui il est même d'ailleurs dans le RDPC, il a fait des déclarations scandaleuses contre le professeur Kamto. Des déclarations qui ne sont pas justifiées, qui ne pouvaient pas prouver, que je ne peux pas répéter ici là. Il n'a jamais présenté les excuses par rapport à ça. Pourtant, il a menti. Vous comprenez? Puisqu'il n'a jamais produit les preuves par rapport à ce qu'il a dit. Bon, après avoir fait tout cela, parce qu'il voulait plaire au système, parce qu'il voulait plaire au gouvernement, aujourd'hui, il a été radié de son poste comme un vulgaire brigand, alors qu'il est professeur d'université, pas son patron, c'est-à-dire le ministre de l'Enseignement supérieur. Maintenant, si vous êtes dans la conscience du professeur Messanga Nyamdi, comment est-ce que vous allez vous sentir aujourd'hui? Si hier, vous étiez dans la logique de dire la vérité,
par respect pour les faits, parce que vous respectez les faits en tant qu'intellectuel, parce qu'il y a des choses qu'on ne doit pas perdre dans la vie, sa dignité. Vous comprenez? Moi, quand je m'exprime sur quelque chose, j'ai envie que dans 30 ans, les enfants que moi j'ai accouchés aujourd'hui là, qu'ils reprennent les vidéos où je présente mes arguments et qu'ils n'aient pas honte de ce que j'ai pu dire. Parce que la cohérence, c'est ça. Vous comprenez? La cohérence, c'est cela. C'est-à-dire être cohérent avec soi-même dans l'adversité. Je dis dans l'adversité, même avec les gens qui m'insultent. J'essaie de comprendre ce qu'ils disent pour donner un avis objectif, même si je suis révolté. Vous ne devez pas simplement balancer du n'importe quoi contre votre adversaire parce qu'il vous a insulté. Non. Ça vous retire votre dignité. Et c'est ça que nous devons apprendre dans notre pays. Parce qu'à une époque, il y avait ce qu'on appelait l'éducation civique dans notre pays. Dans l'éducation civique, on vous enseignait les valeurs comme le patriotisme, l'hymne national, se brosser les dents le matin avant d'aller à l'école, laver sa face, tout ça. On vous appelle l'hygiène. Hein? C'était des bonnes choses. Bon, lorsqu'on a une éducation, il y a des choses qu'on ne peut pas dire en public, de peur de perdre sa face. C'est que vous dites avoir honte. Un être humain devient un animal quand il cesse d'avoir honte. Les Camerounais doivent apprendre à avoir honte. Vous comprenez? Lorsque vous commencez à être humain, vous vous accommodez aux valeurs morales, n'est-ce pas? Qui donnent une forme d'humanisme à votre personne. L'humanisme, c'est quoi? C'est ce sentiment qui nous accompagne, quel que soit là où nous nous trouvons, n'est-ce pas? De pouvoir apprécier les faits sociaux sur la base de notre commune humanité. C'est-à-dire, vous placez à la place de l'autre pour essayer de comprendre qu'est-ce que la personne vit en ce moment qui doit torturer cette personne et que vous devez avoir de l'empathie pour cette personne-là. Donc, c'est ce qui me pousse, n'est-ce pas, à m'exprimer sur les problèmes de notre pays. Moi, je vis à New York depuis 15 ans. Je n'ai pas de problème d'électricité. Je n'ai pas de problème d'eau potable. Je n'ai pas de problème de scolarisation à l'université. Je n'ai pas de problème que je suis allé à l'hôpital et j'ai des difficultés à me soigner. Mais est-ce que ça veut dire que je suis à l'abri des problèmes? Non. Toute ma famille est au Cameroun et vit les problèmes que je viens de vous décrire là. Je peux bien me taire comme tout le monde. Prendre l'avion pour faire du snobisme à Yaoundé et à Douala, montrer que je vis aux États-Unis. Mais est-ce que ça va profiter aux Camerounais lambda de me comporter comme ça? Non. Parce que j'ai une conscience. Parce que je suis parmi les humains. Je comprends que lorsqu'on est étudiant, on mérite d'être traité avec, n'est-ce pas, beaucoup de considération. Un petit pays comme le Botswana paye la bourse, n'est-ce pas, à ses étudiants. Ils viennent étudier ici aux États-Unis, au Canada. J'ai rencontré beaucoup de Botswanais. Mais le Botswana a moins de 4 millions d'habitants. Vous comprenez? Le Botswana a l'une des meilleures universités que le Cameroun n'a pas. C'est un petit pays qui ne vit que du diamant. Mais il n'y a pas de corruption au Botswana. Vous comprenez? Moi, j'ai mon encadreur qui va là-bas, qui préfère quitter les États-Unis pour aller enseigner au Botswana pendant chaque année. C'est-à-dire, quand il prend ses vacances, il va au Botswana pour enseigner là-bas. Bon, regardez un petit pays comme le Botswana. C'est-à-dire que sur sa taille, c'est moins de 4 millions d'habitants. Le Cameroun a minimum 30 millions d'habitants. Nous avons les matières premières. Nous avons des intellectuels de haut vol, c'est-à-dire des intellectuels qu'on respecte à travers le monde entier. Mais ces intellectuels-là, est-ce qu'ils nous servent à quelque chose quand ils passent à la télévision? Pour la plupart, je dirais non. Parce qu'ils mentent comme il ne faut pas. Ils mentent comme il ne faut pas. J'invite donc nos collègues dans nos universités d'avoir pitié des Camerounais. Vous n'avez pas besoin de vous prostituer à ce point pour être respecté. Le respect que vous méritez, c'est celui qui vient du peuple. Ce n'est pas celui qui vient de vos patrons. Ce n'est pas celui qui vient du chef de l'État. Parce que le chef de l'État va partir. Et vous allez rester avec les Camerounais. Nous avons un problème dans notre pays. L'empathie. Les gens n'ont pas l'empathie dans le cœur. Je suis un père d'enfants. Ce qui se passe dans le nord-ouest là et le sud-ouest là, posez-vous la question dans votre conscience
quand vous allez vous coucher à la maison aujourd'hui. Nous sommes des francophones. Je parle l'anglais aujourd'hui parce que j'ai fait 15 ans aux États-Unis. Est-ce que c'est juste que depuis 4 ans, les enfants anglophones ne peuvent pas aller à l'école à cause de la guerre? Mais nos enfants du côté francophone vont à l'école. Est-ce que vous trouvez que c'est juste? Est-ce que c'est normal? Mais on va nous dire que le Cameroun est un et indivisible. Hein? Quel est ce pays un et indivisible où la partie anglophone est en guerre et les enfants qui sont dans cette zone-là ne peuvent pas aller à l'école? Mais nos enfants du côté francophone vont tranquillement à l'école sans être inquiétés. Est-ce que c'est ça un Cameroun qui n'est pas divisé? Je vous pose cette question. Quand vous allez vous coucher, essayez un peu de réfléchir par rapport à cela. Maintenant, lorsqu'on sait que ce n'est pas juste, si on est enseignant, est-ce qu'on a le droit à passer à la télévision et dire que il n'y a pas de problème anglophone au Cameroun? Est-ce qu'on a ce droit-là? Je connais des collègues à l'université qui sont passés à la télévision. Au début, ils ont dit qu'il n'y avait pas de crise anglophone. Après, ils ont un peu changé. Ils ont dit, non, il n'y a pas d'anglophone, il n'y a pas de francophone parce que nous sommes tous des Camerounais. Et c'était des professeurs d'histoire, hein, le professeur Daniel Labois, que je respecte beaucoup. Il était doyen. Il a dit ça, qu'il n'y a pas d'anglophone, il n'y a pas de francophone, il y a seulement les Camerounais. Et j'ai dit, mais mon Dieu. Après, Owona Guinée est passé. Il a dit que les terroristes là, ils donnent 2 semaines au BI pour qu'ils neutralisent les terroristes là. Ça fait 4 ans. Hein. Qu'est-ce qu'on a fait de lui? Il est le vice-recteur numéro 2. Hein. Messaga Nyamdikon vient de chasser là. Il est plus pertinent que Owona Guinée. Mais Owona Guinée est vice-recteur numéro 2. Il a dit des choses qui ne sont pas acceptables, des choses qui ne sont pas excusables. Mais il est nommé recteur numéro 2. Quand vous allez lever cet équivoque-là, ils viendront vous dire que vous êtes jaloux de lui. Jaloux de qui? Dites-moi, quand on compte 200 universités au Cameroun, je veux dire en Afrique, 200, le Cameroun n'est pas parmi les 200 universités. 200 premières universités en termes de qualité en Afrique. 200. Maintenant, vous êtes recteur là-bas, recteur numéro 2, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que vous avez fait pour améliorer la condition des étudiants parce que vous êtes recteur numéro 2? Rien. Si ce n'est aller chanter les louanges de Chantal Biya dans une conférence où vous étiez en train de louer son magnanimité. C'est-à-dire que un bon monsieur passe 16 ans comme chargé de cours sans changer de grade, sans réussir le concours d'agrégation. Et un matin comme ça, là, il organise une conférence pour parler de la largesse de la femme du président. Et pop, il devient professeur. Quelques années après, il est nommé vice-recteur numéro 2 à l'université. Et qu'est-ce que ce monsieur fait sur la toile? Il parle de l'ethnofascisme. Ça veut dire quoi l'ethnofascisme? Si vous êtes Bamileke aujourd'hui, vous démissionnez du SDF pour revenir au MRC, vous êtes ethnofasciste. Mais si vous démissionnez du MRC pour aller au RDPC, vous êtes un bon patriote. Voilà un monsieur qui a passé son temps, à un moment donné, à vilipender le gouvernement de Paul Biya, qu'il décrivait de gouvernement perpétuel. Subitement, c'est lui, l'idéologue du RDPC, qui partage les points entre ceux qui sont les patriotes et ceux qui sont tribalistes. C'est-à-dire un gouvernement que nous connaissons, qui a la prétention d'accuser des gens qui ne contrôlent pas ce gouvernement de tribalistes. Vous trouvez ça juste? C'est-à-dire que Owona Guinée, il est vice-recteur. Parce que son père, c'est Owona, au Conseil constitutionnel. N'est-ce pas? Mais il va avoir le culot de taxer un ressortissant de l'ouest du Cameroun d'être un ethno-fasciste parce qu'il n'est pas d'accord avec le gouvernement camerounais. Mais lui, il n'est jamais ethno-fasciste. Alors qu'il bénéficie des positions de privilèges au sein de ce gouvernement-là.
Si un autre Camerounais avait dit exactement ce que Oona Guinée a dit, il serait sous terre. Rappelez-vous de tout ce qui se passe dans notre pays. Les gens perdent de leur vie pour leur opinion. Mais lui, il peut tranquillement canader le gouvernement de Paul Biya et se retrouver le lendemain comme vice-recteur pour nous dire que quand on est du bon côté, peu importe ce qu'on dit, on n'a pas de conséquences. Mais les autres sont ethno-fascistes, ils sont anti-patriotes, ils sont des talibans, ils déstabilisent le Cameroun et ils méritent d'être brimés et renvoyés en prison. Ça, c'est des choses pour lesquelles je suis très révolté. Quand je regarde ça, ça ne me plaît pas du tout. Mais en même temps, est-ce que nous ne donnons pas aussi la chance à ce gouvernement de nous traiter ainsi? Parce que lorsque vous êtes persécuté, il faut développer la stratégie de la solidarité de ceux qui sont persécutés dans un pays. Ça veut dire quoi? Nous avons une occasion en or de faire preuve de solidarité nationale en faveur de tous ceux qui sont opprimés, en nous exprimant sur des problèmes réels d'oppression dans notre pays, de discrimination, de marginalisation, en commençant par les anglophones qui ont pris les armes, parce que là c'est très grave. Mais nous ne devons pas nous comporter comme si celui qui a pris les armes, il est fou. Dire que non, il a le droit de se plaindre que ça ne va pas, mais il n'a pas le droit de prendre les armes parce que moi, je n'ai pas pris les armes. Ça fait 30 ans que je souffre aussi. Je suis aussi marginalisé. Il veut dire qu'il souffre plus que moi. Pourquoi moi, je n'ai pas pris les armes? Non, ce n'est pas comme ça qu'on réfléchit. Parce que si on essaie de réfléchir comme ça, on va perdre de vue la loi de la légitime défense. La loi de la légitime défense, c'est quoi? Moi, je suis Bamoun, dans le département du Nord. N'est-ce pas? Alors, le test que les Camerounais peuvent me faire pour voir si je suis sincère dans ce que je dis, c'est quoi? Demandez-moi ici publiquement, que si un matin je me réveille à Fumban, on a déployé le camp militaire de Koutaba à Fumban pour faire le couvre-feu à Fumban. Et on tire sur des gens de manière indiscriminée à Fumban. Et quelques semaines après le bilan, on me dit qu'il y a des 100 morts, 200 morts à Fumban. Posez-moi la question. C'est-à-dire, posons-nous la question en tant que Bamoun. Comment est-ce que je vais me ressentir? J'aurai d'abord un sentiment de colère. Et ensuite, ça sera un sentiment de haine. Et ensuite, ça peut me pousser aux extrêmes. Parce que nous sommes des humains. Chaque Camerounais doit reconnaître en nous cet instinct de conservation qui peut nous pousser aux extrêmes, qui peut nous rendre violents. Moi, je n'ai jamais utilisé l'arme à feu dans ma vie. C'est-à-dire, je ne suis pas dans des prédispositions naturelles à recourir aux armes pour résoudre mes problèmes. Parce que moi, j'ai été formé comme un intellectuel dans les universités pour réfléchir. Mais, est-ce que ça veut dire que je suis à l'abri de la violence? Non, je ne suis pas à l'abri de la violence. Justement, pourquoi? Parce que lorsque vous poussez les gens dos au mur, vous les repoussez à un niveau où ils ne peuvent plus supporter, ils vont lâcher. Ça va devenir la violence. Dans le cas de Fumban que je viens de vous évoquer là, si dans cette situation-là, ça fait 1 an et la situation continue et au lieu de 200 morts, on se retrouve peut-être à 2000 morts. Vous pensez que si j'aime vraiment ma famille là-bas, je ne vais pas chercher des voies et moyens et des recours pour les défendre? C'est justement la situation qui s'est passée dans les zones anglophones. Quand il y a une guerre quelque part, vous n'allez pas présenter votre poitrine en pleurant que nous sommes victimes des assassinats ciblés. Vous comprenez? Vous cherchez à vous défendre même avec les houes, avec les machettes. Parce que vous êtes dans une situation de légitime défense. Je suis Camerounais, non? Est-ce que ça veut dire que je suis en train d'encourager la violence au pays? Non. Je suis en train de dire tout simplement que peu importe la localité aujourd'hui au Cameroun, dans les zones francophones aujourd'hui, si à Saint-Mélima aujourd'hui,
la famille présidentielle se réveille avec un couvre-feu et les gens commencent à mourir, je vous donne maximum, je dis maximum 3 mois pour que les gens de la localité sortent avec les armes pour se défendre. Pourquoi est-ce que ceux-là ne veulent pas reconnaître que la guerre qu'il y a dans le nord-ouest et le sud-ouest est une situation de légitime défense? Vous ne pouvez même pas, vous n'avez pas besoin d'être d'accord avec moi. Je fais ici un raisonnement logique. Que quand c'est juste la violence, la brutalité policière où les gens ne meurent pas, les gens peuvent tolérer que voilà, il a cassé mon bras, on va régler ça, ça va, on peut supporter ça. Mais lorsque les gens commencent à tomber, à mourir parce que l'armée a fait l'incursion la nuit et l'armée a tiré sur des gens, on a récolté 10 morts, on les a enterrés, ça révolte la population. Les gens commencent à s'inquiéter. Après, commencent à former les groupes d'autodéfense. Et après, ceux qui ont les moyens vont acheter les armes pour équiper les groupes d'autodéfense. C'est comme ça que les rébellions sont créées. Ça veut dire quoi, techniquement? Le gouvernement a donné l'occasion à la zone anglophone du pays d'acheter les armes pour former les groupes rebelles, pour se défendre. C'est aussi simple que ça. Les gens ne sont pas obligés d'être d'accord avec moi, mais c'est ce qui s'est passé. Parce que jusqu'au 1er octobre 2017, là, les gars n'avaient pas encore pris les armes comme nous avons aujourd'hui. Je dis 1er octobre 2017, où on a commencé à tirer sur les gens. Bon, maintenant, quand on a dit cela, parce que nous sommes ici en train de faire un raisonnement logique pour être honnête avec nous-mêmes, que qu'est-ce que tu ferais à la place des anglophones quand vous les accusez d'être des rebelles terroristes? Si ça avait été vos parents qu'on est en train de faire tomber chaque jour, comment est-ce que vous vous seriez comporté? Ça, c'est la première question. Et si vous avez les moyens financiers, est-ce que vous allez laisser les membres de vos familles périr gratuitement comme ça, alors que votre argent, ça peut servir à quelque chose? C'est exactement la situation dans laquelle on a placé beaucoup de familles dans les zones anglophones. Ils sont en Angleterre, ils sont aux États-Unis, ils sont en Hollande, ils sont en Allemagne et ils ont des comptes bancaires qui ont de l'argent. Quand ils se sont retrouvés dans cette situation-là, ils ont collecté des fonds pour donner aux rebelles sur le terrain afin qu'ils achètent les armes. C'est établi, c'est vérifié. Est-ce que ça veut dire que je suis en train de justifier cela? Non. Je ne suis pas en train de justifier cela. Je vous parle des faits, de ce qui s'est passé. Parce que le problème au Cameroun, c'est que les gens ne veulent pas d'abord reconnaître la vérité. On n'est plus prêt à vous attaquer, d'être solidaire avec les terroristes, sans toutefois évaluer la vérité que vous êtes en train d'établir pour donner la possibilité aux gens d'être raisonnables, d'être rationnels. Parce que ce qui nous différencie des animaux, c'est que nous sommes des êtres rationnels, des humains qui pensent, qui peuvent réfléchir pour trouver des solutions à des problèmes. Bon, maintenant, ceux qui ont encouragé l'armée, n'est-ce pas, à résoudre cette crise politique, ils se retrouvent avec 2 problèmes. Le premier problème, c'est déjà les rebelles, n'est-ce pas, sécessionnistes. Le second problème, ce sont les morts au sein de l'armée. Parce que l'armée camerounaise a perdu beaucoup d'hommes dans cette guerre civile-là. Je vous rappelle que la guerre contre Boko Haram a été relativement plus facile. Parce que c'était au Sahel. Au Sahel, il n'y a pas de marécage, il n'y a pas de forêt où les gens peuvent se cacher et créer des embuscades à l'armée. Il y a une possibilité à l'armée de faire une espèce de projection sur des kilomètres à la poursuite, n'est-ce pas, des terroristes, n'est-ce pas? Que ce soit à Buea, que ce soit à Bamenda, vous avez affaire au marécage, aux mangroves, à des forêts, n'est-ce pas? Les gens peuvent se cacher là-bas pendant 20 ans. Il faudra déployer toute l'armée camerounaise pour fouiller chaque arbre. Et jusque-là, les soldats vont mourir dans les embuscades pendant très longtemps. Et il faudra aussi payer beaucoup d'argent. Et les équipements militaires ne sont pas adaptés à combattre, n'est-ce pas, dans les marécages là. Donc, nous envoyons l'armée sur un terrain extrêmement difficile pour attendre d'eux
qu'il fasse le miracle. Vous comprenez? Ça, c'est un sérieux problème. Et dans ces embuscades-là, qui meurt? Ce sont les jeunes que j'ai évoqués tout à l'heure, c'est-à-dire les jeunes que les vieux ont recrutés pour combattre les autres jeunes qui protestent le même régime. Vous voyez le cynisme de ce régime? Donc, quand on est jeune et qu'on est dans l'armée et qu'on est invité à résoudre une crise politique qui n'est pas de notre compétence, n'est-ce pas la sincérité voudrait que le leadership militaire au Cameroun aujourd'hui fasse des rapports justes pour établir les faits comme je suis en train de vous présenter? C'est-à-dire que si vous êtes le commandant des forces armées camerounaises qui avait une sensibilité par rapport à la santé mentale de vos hommes sur le terrain, après 4 ans de guerre, l'armée a ce qu'on appelle la fatigue, n'est-ce pas, militaire. Parce qu'il y a le traumatisme dans la guerre. Vous comprenez? Ce n'est pas facile de voir un être humain mourir. Il y a des gens qui deviennent complètement fous parce qu'ils ont vu quelqu'un qu'ils ont tiré dessus mourir. Beaucoup dans notre armée là sont devenus des fous. Ici, on appelle ça post-traumatic stress disorder. Vous comprenez? C'est la dépression. Vous dormez, les hommes crient dans vos têtes. Les grenades pètent dans vos têtes. Les bombes pètent dans vos têtes. Je dis, vous êtes à l'hôpital. Hein? La nuit, vous commencez à halluciner parce que vous avez vu du sang. Mais les gens sont dans les bureaux. Ils continuent à maintenir le cap que non, on ne négocie pas avec les terroristes. On va les écraser. Pendant ce temps, on recrute les jeunes chaque année. Et ce sont ces jeunes-là qui meurent. Dans ce statu quo, dans l'impasse. Est-ce que c'est résoudre le problème? Je dis que non. Ce n'est pas résoudre le problème. Bon, maintenant, je suis en train de parler terre à terre. Hein. Nous sommes encore au Cameroun. Je ne suis pas encore sorti du Cameroun. Quand vous avez donc nos hommes dans l'armée camerounaise, si on les compte tous, je ne pense pas qu'ils peuvent atteindre l'effectif, n'est-ce pas, de 20 000 militaires, de 20 000 soldats. Ils doivent aller dans le nord-ouest, aller dans le sud-ouest, aller au nord du pays avec Boko Haram, aller encore à la lisière, n'est-ce pas, de nos frontières avec la Centrafrique et mater encore les militants du MRC. Vous dispersez toutes les forces, n'est-ce pas, du Cameroun, au point où il n'y a plus suffisamment de soldats pour faire le travail de l'armée, n'est-ce pas? Et entre-temps, il faut dépenser. Parce que vous ne les mobilisez pas comme ça gratuitement, il faut payer. Maintenant, que ce soit les équipements militaires, que ce soit l'argent pour payer ces équipements-là, nous n'en avons pas. Le Cameroun ne fabrique pas de l'argent. Vous comprenez? Et ensuite, le Cameroun ne fabrique pas les équipements militaires. Nous devons payer tout cela. Maintenant, ça ne rapporte rien à l'économie. C'est ça qui est grave. C'est un investissement qui n'a pas de retour d'investissement qui soit profitable, n'est-ce pas, à notre gouvernement. Vous comprenez? Donc, on investit des milliards pour que les gens meurent sans qu'on ait de résultats sur le plan économique. C'est de l'argent perdu ou bien de l'argent gagné? La réponse est que c'est de l'argent perdu. Or, cet argent-là, nous devons aller à la Banque mondiale et au Fonds monétaire international pour prêter cela. Vous comprenez? Le Cameroun prête de l'argent pour financer une guerre qu'on ne peut pas gagner. Parce qu'il faut vous dire la vérité. Cette guerre-là peut aller sur 20 ans. On ne va pas gagner cela. Si on pouvait gagner ce genre de guerre, c'est que Mohamed El-Béchir, c'est Omar El-Béchir, Omar El-Béchir du Soudan, il aurait gagné la guerre au sud du Soudan. La guerre contre la guerre dans la zone du Darfour. Si c'était possible, l'Éthiopie aurait gagné la guerre contre l'Érythrée. N'est-ce pas? Aujourd'hui, l'Éthiopie est en train de faire la guerre dans le Tigré. Et toute la communauté internationale est révoltée contre l'Éthiopie et exige le retrait des troupes dans la zone du Tigré. N'est-ce pas? Bon, à ceux qui pensent que la communauté internationale, si jamais elle fait les recommandations sur ce qui doit être fait dans les zones anglophones pour mettre fin à cette crise-là, c'est de l'ingérence. La question que je vous pose, c'est que maintenant qu'ils ne sont pas encore là, qu'est-ce que vous, à votre niveau, à l'intérieur de votre pays, avez fait
pour que cette guerre prenne fin? Ma réponse, c'est que vous n'avez rien fait. Vous comprenez? Donc, selon vous, nous devons laisser nos compatriotes camerounais, qu'ils soient du côté de l'armée régulière ou du côté des rebelles, ou bien des civils, continuer à mourir comme ça devant nos yeux. Parce que nous supportons le gouvernement dans toutes ses décisions. C'est ça ma question. Mais puisque vous n'avez pas de réponse, la réponse maintenant c'est que quand on a vécu cette situation d'impasse, où le Cameroun n'a pas de solution, le peuple n'a pas de solution, le gouvernement n'a pas de solution, c'est la communauté internationale qui est obligée de résoudre le problème. Parce que le Cameroun a signé des conventions internationales. Donc, maintenant, cela nous amène au niveau de la communauté internationale pour évaluer quel serait, n'est-ce pas, le sentiment des grandes puissances qui sont nos bailleurs de fonds et comment ils vont agir le moment où il faudrait qu'ils agissent, puisque nous, apparemment, nous n'avons pas de solution. Alors,